Je peux vous poser une question? J'ai 1 million de questions à te poser. À mon tour, j'ai une question. Mais tout cela ne répond pas à ma deuxième question. Alors, je pose la question, monsieur le président, je pose la question, messieurs les jurés, je pose la question à tout le monde. Pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Je sais que tu n'aimes pas les questions, l'Indien. Question à tout, André Berkoff. Ça fatigue pas toujours poser des questions tout le temps? Question à tout, effectivement, question à tout. C'est un peu la seconde partie de Berkoff sur le vif que nous faisons, je rappelle, avec une équipe, une Dream Team. Roxane, Alexandre, Thibault, et puis toute l'équipe de Tocsin, bien sûr, qui est là. Eh bien là, nous recevons quelqu'un que je suis ravi de retrouver. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, Jean-Jacques Ordival. C'est vrai. Et ça me fait plaisir que vous soyez là. Alors, je rappelle que vous êtes président de la fédération CGC des médias, la fédération CFE-CGC Médias, et vous êtes également secrétaire général du syndicat national des personnels de la communication et de l'audiovisuel. Voilà, et je rappelle simplement, pour votre parcours, vous avez été jusqu'en 1983 responsable du bureau financier du service des variétés et divertissements à TF1, que entre 83 et 90, vous avez exercé des fonctions liées à la prise de son à Antenne 2, et vous avez, en tant que représentant de la CFE-CGC, acteur important dans la négociation de la première convention collective nationale de la télédiffusion. Voilà. C'est bien ça. Signé en 2021, validé 1er janvier 2022. Et là, quand même, vous avez eu quelques actions assez fortes. Eh bien, vous avez saisi l'ARCOM, l'autorité de régulation audiovisuelle, pour signaler une publicité clandestine dans l'émission C'est à vous. Après l'intervention de Xavier Niel, on va en parler. Mais surtout, vous attaquez directement, soyons clairs, Delphine Ernotte, et vous attaquez Delphine Ernotte sur sa gestion. Comme vous le savez, juste, je rappelle quand même aux auditeurs de Tocsin, aux téléspectateurs de Tocsin, que effectivement, il y a eu un rapport extrêmement sanglant de la Cour des comptes. Et vous allez nous expliquer, parce que je crois que déjà on en a parlé, Jean-Jacques Ordival, mais je voudrais commencer avec ça avec vous. Il paraît que ce rapport était déjà prêt et était déjà soumis à l'ARCOM avant la réélection de Delphine Ernotte. Alors, parlons d'abord du contexte. Parlons du contexte. Bon, chacun sait, il y a des dates, chacun sait que la présidence de France Télévisions va être renouvelée. Donc, nous disposons aujourd'hui d'éléments sonores qui prouvent ce que je vais dire. C'est-à-dire que vous avez un rapport qui est rendu sur Radio France en 2024. Quel est l'intérêt de rendre un rapport sur Radio France en 2024 alors qu'on sait que la présidence de France Télévisions va s'ouvrir? Donc, l'élection à la présidence, bien sûr. Ouais. Voilà. Alors, je pense que vous avez compris qu'on n'est pas dans une élection. D'ailleurs, moi, je ne parle jamais d'élection, je parle de parachutage. Ah oui, on a un premier parachutage en 2015, un deuxième parachutage en 2020, on s'est dit que ça allait s'arrêter, et on a un troisième parachutage en 2025. Alors, Jean-Jacques Ordival, c'est très intéressant. Vous dites que dès 2015, c'était un parachutage. Ah oui, c'est un parachutage. C'est-à-dire, expliquez. On a déposé plainte, on a une juge d'instruction, on dépose plainte en 2015 par rapport à ce parachutage. On va mettre au moins 1 an et demi avant d'avoir une juge d'instruction qui va nous être nommée. Pardon, pourquoi parachutage? Vous dites pourquoi vous dites ça, parachutage? Tout simplement, la loi dit qu'il faut quelqu'un dont la compétence, les connaissances en matière de télévision, etc. sont reconnues. Vous avez quelqu'un qui était analyste à France Télécom, devenu Orange. On va en parler de France Télécom après. Oui. Non, mais voilà, qui à l'époque... Elle était à France Télécom. Oui, d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote, mais je crois que vous la connaissez, puisque vous l'avez lu le mail à l'époque. Lorsque... Vous savez que c'est Stéphane Richard qui est mis à France Télécom comme... Absolument. Voilà. Bon, donc il est PDG de France Télécom. Et le jour où il est mis en examen dans l'affaire de l'arbitrage tapis, vous vous souvenez de cette histoire de l'arbitrage tapis? Tout à fait. Oui, donc, Lagarde, elle est renvoyée devant le tribunal, mais pour Christine Lagarde, voilà, Christine Lagarde, qui était la ministre de l'économie à l'époque, des Finances, elle est renvoyée devant le tribunal, mais qui gère les ministres, voilà, le tribunal de la République, et lui est renvoyé devant une juridiction normale, voilà. Donc c'est pas la même chose, parce qu'il était directeur de cabinet de Christine Lagarde.
Très bien. Donc, il est mis en examen. Le jour où il est mis en examen, je crois que vous l'aviez vu, André, ce mail, elle envoie un mail aux 110 000 salariés de France Télécom. Delphine Arnault. Oui, donc, bah oui. Qui était quoi je crois qu'elle était analyste, un truc comme ça. Voilà. D'accord. Alors, elle envoie, oui. Un mail à 110 000 personnes en disant, voilà, il faut arrêter avec la corruption, ceci, cela, la corruption. Le mot corruption, il est 6 fois dans le document. 6 fois. D'accord. Bon, donc, il y a un moment, vous vous dites, vous êtes PDG de France Télécom, vous avez comme 110 000 autres personnes, je ne parle pas des gens qui se sont suicidés, puisqu'ils ne sont plus là pour l'entendre, mais pour le lire. Bon, on est d'accord. D'ailleurs, l'affaire a été traitée jusqu'à la Cour de cassation, il y a eu condamnation globale. Elle n'est pas dedans, puisqu'elle était N-1 de Pierre-Louis Vénès, qui lui est condamné comme Lombard, vous le savez. Donc, bilan de l'opération, elle envoie ce mail à tout le monde. Est-ce que vous imaginez la tête du PDG de France Télécom? Oui, elle le désavoue complètement, publiquement. Le jour où il est mis en examen, elle le désavoue. Ah, mais c'était pas pour lui. Non, c'était pas pour lui. Mais c'est ce qu'elle dit après, c'était pas pour lui. Donc vous imaginez que la tentation est grande, mais c'est plus qu'une tentation. Mais alors revenons quand même, c'est très intéressant. Oui, mais voilà, du coup, ils se disent, on la sort. Il faut les cartes. On la sort. Mais alors on la sort, et pourquoi on la met à France Télévisions quand même? Parce qu'à l'époque, il y a Couture. Vous vous souvenez de cette histoire? Couture avait à l'époque Xavier Couture, qui était donc conseiller de Stéphane Richard. Il avait en charge le dossier de Quillot. Vous vous souvenez, Quillot était candidat en 2015 à la présidence de France Télévisions, Didier Quillot. Bon, eh bien, on lui dit, t'es toujours sur le dossier Quillot? Oui, t'y es plus. Tu t'occupes d'Ernotte. Ah bon, alors voilà. Donc il s'est occupé d'Ernotte, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais qui lui a demandé de s'occuper d'Ernotte? À quel niveau ça? Le PDG de France Télécom. C'est pas plus haut, c'est pas politique. Franchement. Bon, on peut dire qu'il y a des... On ne sait pas, mais... Enfin, je veux dire... Attendez, vous savez très bien que c'est au niveau politique, Jean-Jacques, c'est pas à vous que j'apprendrai ça. Écoutez... La nomination du PDG de France Télévisions, c'est énorme, c'est politique. D'ailleurs, François Hollande a avoué, mais vous l'avez vu, a avoué être intervenu dans la désignation. Schramek a été obligé de l'avouer il n'y a pas longtemps, devant une commission d'enquête, devant les sénateurs. Là, il ne pouvait pas mentir, puisqu'on est sous serment. Il a dit qu'effectivement, François Hollande avait fait 2 demandes, d'écarter Saragosse et d'écarter Hogg, qui était à l'AFP, l'autre à l'AEM, aujourd'hui France Média Monde. Il fallait les écarter. Bon, donc, mais moi, quand j'étais chez la juge d'instruction, c'est au PV, puisqu'on a été interrogé, bien évidemment. Bien sûr. Donc, j'ai raconté cette histoire. La juge d'instruction, lorsqu'elle a été nommée, a fait une 40aine d'auditions. On s'est dit, ça démarre quand même tambour battant, dont celle du président François Hollande, qui a répondu, qui aurait très bien pu ne pas répondre en disant, j'étais président de la République à ce moment-là, l'immunité présidentielle, je ne réponds pas. Mais il a répondu. Voilà. Bon, donc tout ça fait partie d'un dossier. Moi, j'ai expliqué à la juge d'instruction, quand on s'est vu, que François Hollande avait reçu, je vais garder le nom, peu importe, avait reçu un des candidats potentiels et il avait demandé à ce candidat, il avait dit à ce candidat, on vous a choisi, en gros c'est vous. Voilà. Ce candidat avait décliné parce que, encore une fois, d'abord c'était une question de finances. De gros sous. Voilà. Enfin, le salaire de Delphine Ernotte n'est pas négligeable. 412 000 € par an, nonobstant tout ce qu'elle touche par rapport à l'UER. Parce qu'elle est patronne de l'UER. L'UER, rappelez ce que c'est que l'UER. C'est l'Union, tout ce qui est Eurovision, c'est ça. l'Union européenne. Et elle touche aussi des émoluments là-dessus. Et puis elle est souvent en Suisse, parce qu'il y a le siège là-bas. Voilà. Mais elle y est parce qu'elle est présente de France Télévisions. Si elle n'était pas, elle n'y serait plus. Elle n'y serait pas. Alors, Jean-Jacques Urdival, parlons de... Quelle a été, depuis donc 2015, nous sommes 10 ans plus tard, elle est réélue pour la troisième fois. Reparachuté. Reparachuté, oui, non, mais c'est plus un parachute, c'est un débarquement, soyons clairs. Voilà, c'est ça. Mais Jean-Jacques Urdival, quid, alors dites-nous vraiment concrètement, cette gestion de France Télévisions par Delphine Ernotte ou le cabinet de Delphine Ernotte? Alors écoutez, nonobstant le fait... Bon, je vais juste faire une petite parenthèse. Au bout de 2 ans et demi, finalement, la juge a été mutée au Quai d'Orsay. Voilà. Donc, et cette affaire a été classée. On a saisi la chambre de l'instruction. D'accord. Et affaire classée. Voilà, mais la chambre de l'instruction dit 3 motifs pour classer la plainte. Premier motif, elle n'aurait pas dû le faire. Deuxième motif, elle n'aurait pas dû le faire. Troisième motif, elle n'aurait pas dû le faire. Donc on se dit chouette, renvoi en correctionnel. La chambre de l'instruction écrit derrière,
Mais si elle avait utilisé ça comme premier motif, là, elle aurait pu. Si elle avait utilisé ça comme deuxième motif, je parlais de la juge, elle aurait pu. Et si elle avait utilisé ça comme troisième motif, elle aurait pu. Oui, mais elle l'a pas fait. Bon. Et donc la Chambre se substitue à la juge et classe l'affaire. D'accord. Bon, affaire classée. Maintenant, parlons, et puis et ça a continué, et ça continue encore, voilà. Encore et encore. Voilà. Mais aujourd'hui, enfin, pas aujourd'hui d'ailleurs, je voudrais savoir, parce que vous avez beaucoup de choses que vous dites, Jean-Jacques Ornival, et c'est très intéressant, du point de vue comptable et compagnie, et notamment, par exemple, vous parlez de cette intervention de Delphine Ernotte devant les 200 top managers de France Télévisions. Oui, c'était quand, ça ? Ah ben c'est en permanence, elle en fait tous les mois. Alors je lis. Voilà, lors de son intervention, Delphine Ernotte devant 200 top managers de France Télévisions, oui, ça doit être régulier. Oui, c'est tous les mois. Elle dit ceci: moi, quand j'étais interrogé par l'Arcom, je leur ai demandé, ça c'était intéressant, ce qu'était leur définition de l'impartialité. Comment vous pouvez le matérialiser avec neutralité, puisqu'elle dit que neutralité et impartialité, c'est pas pareil. Oui. Non, faut qu'elle prenne un dictionnaire quand même, parce que c'est la même chose. Hein. Bon, voilà, non mais comment vous pouvez le matérialiser? Parce que nous, on n'est pas philosophe, dit toujours Delphine Ernotte, on est dans l'action, on doit décider, on doit prendre des décisions tous les jours, on doit savoir qui on n'invite pas, et c'est vraiment tout le problème de la pluralité. Hein. Donc, c'est quoi l'impartialité? C'est très difficile à définir, on sait que n'est pas la neutralité, est-ce qu'on a le sonore? Écoutez. Moi, quand j'ai été interrogée par l'ARCOP, je leur ai demandé ce qu'était leur définition de l'impartialité, comment on pouvait le matérialiser, parce que nous, on n'est pas philosophe, on est dans l'action, on doit décider, prendre des décisions tous les jours sur qui on invite, qui on n'invite pas. Donc, c'est quoi l'impartialité? C'est très difficile à définir. On sait que c'est pas la neutralité, ça c'est sûr. Alors, Jean-Jacques Ornival, vous avez pour le syndicat CFE, vous avez déposé une plainte pénale auprès du procureur de Paris, je cite, pour faux intellectuel, recel et complicité de faux, usage d'artifices comptables et atteinte à la sincérité des comptes publics. Non, c'est grave tout ça. Évidemment, c'est grave. Alors déclinons. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi faux intellectuel? Alors, d'abord, cette plainte, elle vise en priorité l'ARCOM. L'ARCOM, Martin Hajdari a été nommé en janvier président de l'ARCOM, et donc c'est lui qui, à ce titre, signe le document. En tant qu'autorité indépendante. Voilà, qui va être transmis à la Cour des comptes. C'est eux qui désignent, c'est l'ARCOM qui désigne la présidente ou le président de France Télévisions. En tout cas, c'est normalement sa mission. D'accord. Voilà. Et donc, c'est lui qui rédige le texte qui va être publié au journal officiel pour dire pourquoi on l'a nommé. Alors, quand vous avez dans un texte quelqu'un qui vous explique, je rappelle que l'ARCOM avait fixé 3 priorités, dont la première d'entre elles est la soutenabilité financière. C'est important, la soutenabilité financière. Vous avez vu ce que dit la Cour des comptes. Qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, dans moins d'1 an, l'entreprise peut être dissoute. Carrément. Mais carrément. Et donc, c'est pas liquidé, c'est dissoute. Tribunal de commerce d'un trait de plume, mais la société n'existe plus. Voilà, c'est ça, c'est extrêmement grave. Et donc, avec un déficit énorme. Et en plus, moi, je comprends pas. Ou alors, peut-être je suis naïf, mais je comprends pas. En 2016, elle commence à faire un premier communiqué pour dire c'est formidable, les comptes sont à l'équilibre. Voilà. En 2017, les comptes sont à l'équilibre. En 2018, les comptes sont à l'équilibre. Elle va faire 8 communiqués d'affilée et le 9e pour dire les comptes sont à l'équilibre. Moi, j'aimerais qu'on m'explique comment on peut dire que les comptes sont à l'équilibre, par exemple, en 2017, alors que la Cour des comptes, qui rend son précédent rapport, parle d'une impasse financière. On ne peut pas être à l'équilibre quand on vous parle d'une impasse financière. La Cour des comptes, aujourd'hui, dans le rapport actuel, dit le déficit cumulé de 2017 à 2024, qui est un peu plus de 80 millions, je crois que c'est 86 ou quelque chose comme ça de mémoire. Oui, de 2017 à 2024. Voilà, et donc auquel il va falloir ajouter 50 millions supplémentaires. Voilà. Ça ferait 120 millions ou 125 millions à peu près. Au-dessus même, voilà. Et donc, vous avez quelqu'un qui vous dit, c'est quand même extraordinaire, qui vous dit les comptes sont à l'équilibre, mais qui oublie, par exemple, en 2023, que l'État a recapitalisé l'entreprise
recapitalisé à hauteur de 32 millions. C'est-à-dire que les contribuables ont filé... L'État, c'est nous, hein, les contribuables. L'État, c'est nous, les contribuables. C'est nous qui payons. 32 millions. Donc moi, je veux comprendre comment en 2023, on peut dire que les comptes sont à l'équilibre, alors que l'État redonne 32 millions, mais on se gausse. Et en 2024, on continue de se gausser en disant c'est formidable. Et là, le rapport de la Cour des comptes est rendu, la situation est critique, et elle trouve le moyen d'écrire un communiqué en interne pour dire « Ah, mais ça nous vise pas, ça vise l'État, pas nous. Nous, tout va bien. » Mais écoutez, j'ai quand même un moment, vous comprenez pas, ça va pas. Ces salauds d'État qui nous donnent, qui nous capitalisent, c'est eux les coupables. Mais l'Arcom, quand il la renomme, entre guillemets, il écrit que elle est renommée parce que on considère qu'elle est la meilleure candidate, mais en fonction des incertitudes ambiantes. Mais on nomme... Ah, c'est écrit en fonction des incertitudes ambiantes, c'est beau. Ça. Alors, c'est peut-être pas ambiante le mot, mais en fonction des incertitudes. Mais la soutenabilité financière, excusez-moi, mais en 2015, lorsqu'elle se présente devant le CSA, à l'époque, c'est pas encore l'Arcom, elle explique qu'elle va mettre en place une comptabilité analytique, comme dans toutes les grandes boîtes. Bien sûr, bien sûr. D'accord. En 2016, la Cour des comptes rend son premier rapport en parlant d'impasse financière. La Cour des comptes dit il faut mettre en place ce que vous avez évoqué en 2015, la comptabilité analytique. Très bien. OK. Vous avez vu à l'époque que la Cour des comptes, d'ailleurs, va condamner diverses personnalités de France Télévisions dans un rapport qu'elle rend, parce que c'est la juridiction de la Cour des comptes qui condamne. Bon. Et puis, 2020 arrive, et donc, devant le CSA, c'est toujours le CSA à l'époque, elle dit... Ah, mais je vais mettre en place une comptabilité analytique. Comment le CSA ne lui demande pas, madame, attendez, vous avez annoncé en 2015 que vous alliez le faire, on est en 2020, vous ne l'avez pas fait. Donc ça pose un vrai problème. Ah non, mais je vais le faire, elle va le faire. Vous vous rendez compte? Elle va le faire, c'est fort ça. Hein. Et aujourd'hui, elle a fait... en 2025, elle est repassée, là, c'est l'Arcom du coup. Mais qu'est-ce qu'elle a annoncé en 2025? Qu'est-ce qu'elle a annoncé? Eh ben, je vais mettre en place une comptabilité analytique. C'est pas vrai. 10 ans après, elle va le faire. Mais quand vous avez... C'est hallucinant. Quand vous avez... Bien sûr que c'est hallucinant. Quand vous avez une autorité dite indépendante, j'insiste sur le indépendant, et que... vous insistez sur le dit aussi. Je dis, voilà. et que vous annoncez pour la troisième fois en réalité, que vous allez mettre en place quelque chose que vous n'avez pas mis en place, et que la priorité de cette agence est la soutenabilité financière, et qu'il n'y en a aucune, parce que ce soit dans le rapport de 30 pages, j'appelle ça un rapport, c'est pas un rapport. Vous avez vu le type de son rapport? Enfin, de son... Comment on peut appeler ça? Une espèce de profession de foi. De foi. Réconcilier. Vous demandez à quelqu'un de faire un programme, entre guillemets... Ça s'appelle réconcilier. Ça s'appelle réconcilier. Et ça commence fort. Elle veut réconcilier les fractures entre les Frances. Entre les Frances. Parce que les Frances sont fracturées, André. Ah oui, on ne savait pas. Ah ben, moi, je vous le dis. Donc, on a une espèce de galimatia politico-médiatico de rien du tout. À aucun moment, on parle de la soutenabilité financière. À aucun moment, on parle on ne parle pas de ça. Oui, des finances, on n'en parle pas. C'est vulgaire, on n'en parle pas. Mais non, on n'en parle pas. Mais voilà, et pas plus. Parce que vous avez la possibilité sur le site de l'Arcom d'avoir le verbatim, pas plus, elle en parle. Tout à l'heure, vous avez cité quelque chose qu'elle a demandé. J'ai demandé à l'Arcom la différence entre neutralité et impartialité. Oui. Mais elle n'a rien demandé du tout. Regardez le verbatim de ce qu'elle a dit à l'Arcom. Elle n'a rien demandé du tout. Mais ce qui est très beau quand même, on se rappelle tous à ça, 3 choses que je voudrais vous citer, vous le savez, mais réagissez. D'abord, elle a dit, moi, vous savez, nous ne parlons pas de la France telle qu'elle est, mais de la France dont on voudrait qu'elle soit. Oui, c'est fabuleux. France Télévisions, c'est le miroir. Le wokisme à l'état brut. Le wokisme, voilà. La France Télévisions, non, c'est pas telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit. C'est magnifique. D'ailleurs, on voit bien que c'est pas telle qu'elle est. Oui, mais je vais vous dire, Jean-Jacques Cordival, elle ne peut pas vous aimer parce que... Je vais vous dire pourquoi. Je ne demande pas qu'elle m'aime. Non, mais vous ou moi ou d'autres. Parce qu'elle a dit, il y a trop de mâles blancs de plus de 50 ans à France Télévisions. Il y a trop, oui. Vous êtes en train de dire mon âge, André, là, du coup. C'est ça. Non, mais pour revenir quand même à la gestion. Parce qu'on voit les taxis, les notes de frais. On voudrait comprendre. Là, ça a explosé avec le rapport de la Cour des comptes. Oui. Et on se dit, mais c'est-à-dire, tout se passe comme si, voilà. Je vous donne un exemple. Allez-y. Les 46 millions qui sont dénoncés par la Cour des comptes, il y a marqué mission, déplacement et réception. Oui.
S'il y avait une comptabilité analytique, on aurait vu quelle est la part des réceptions qu'elle fait à France Télévisions, parce que quand vous êtes dans le hall de France Télévisions, souvent vous regardez au foyer, ça n'arrête pas. C'est cocktail, 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 déplacement, etc. Par exemple, les 112 000 euros, où il y avait 4 personnes de France Télévisions à Cannes, 112 000 euros. 112 000 euros. Oui. Au Festival de Cannes. Au Festival de Cannes. Je voudrais juste... Alors, on a aussi... Là, moi, j'aimerais bien y aller un peu. On a une plainte au pénal pour ça. Alors là, moi, j'ai été entendu par la brigade de répression de la criminalité financière et de la délinquance économique. Donc, bilan de l'opération, on explique aux gens, il y a une note en interne, vous ne pouvez pas dépenser plus de 300 euros, hôtel... Au moment du festival, hôtel... Restaurant. Oui, c'est ça. Voilà. Bon. Et donc, l'année d'après, ça va passer à 350 ou 400, un truc comme ça. Enfin, voilà. Mais vous ne pouvez pas dépenser des chambres d'hôtel à 1 700 euros par personne, avec vue sur la mer, à l'hôtel Majestic. Parce que ça cloche, il y a un moment. Si on avait eu la comptabilité analytique, bien entendu qu'on aurait vu combien tout ça avait coûté. De façon précise. Mais là, non, on noie tout dans le poisson. Mais il y a beaucoup d'exemples comme ça. Mais il y en a plein, Regardez les voitures. Je disais, je vais vous raconter 2 anecdotes. Sans citer forcément... non, on ne cite pas les noms, mais peu importe. Vous avez un parc automobile, encore une fois, la personne qui est chargée de vérifier si les finances à l'info, si l'argent est correctement dépensé, c'est lui qui a la plus grosse de voitures. Parce qu'il a une famille nombreuse, donc faut forcément... oui, mais c'est lui qui vérifie. Écoutez, on a envie de... Par exemple, vous avez quelqu'un qui est aux finances à France Télévisions, qui appelle avant de partir au ski, et qui dit « Je voudrais qu'on me mette des pneus neige sur ma voiture ». Quand même, les gens au garage... Payés par France Télévisions, ça vient par nous. Bien sûr. Donc les gens au garage disent « non, nous on peut pas faire ça parce que... » Mais vous savez qui je suis? Oui, madame, mais si vous êtes ce que vous dites, vous faites un bon de commande et puis voilà. Donc elle est partie en disant « Vous aurez de mes nouvelles ». Elle est partie au sport d'hiver, elle est revenue avec la facture des pneus neige qu'elle a fait installer par un garagiste et puis elle se les fait rembourser. Fabuleux. Par le service dans lequel elle bosse. D'accord. C'est quand même, c'est plus facile. Il n'y a pas d'intermédiaire quand c'est comme ça. C'est du producteur au consommateur. Consommateur. Donc voilà comment. Donc il y a un moment où vous vous dites, mais comment c'est possible tout ça? C'est-à-dire qu'on cherche des économies, mais les économies, il y en a plein. Et puis, je rappelle, tout à l'heure, vous reveniez à 2015, lorsqu'elle a été parachutée, son premier parachutage. D'accord. Elle va chez El Kabash, elle dit trop d'hommes blancs, etc. Mais elle dit aussi une chose très importante. Moi, c'est fromage et dessert. Vous vous souvenez de cette formule? Ah non, je me souviens pas. Ah, ben voilà, vous avez raté. Donc elle dit... À propos de quoi elle dit fromage et dessert? De l'argent qu'on lui donne. Parce qu'à l'époque, c'est 3 milliards qu'il y a pour l'audiovisuel. Hein. Enfin, aujourd'hui, c'est combien? C'est 2,5 pour France Télévisions, 4,4 pour tout l'audiovisuel. Oui, 4 milliards pour l'audiovisuel. 4,4 à peu près. Et 2,5, je vous parlerai des 2,5 dans une minute, vous allez voir. Mais 2,5 pour France Télévisions. Mais à l'époque, on est à 3 milliards. Donc, elle explique que avant, c'était avant, mais là, elle va demander fromage et dessert. Voilà. Donc, il n'est pas question qu'elle puisse rabioter d'1 centime son budget. Ça, c'est pas possible. Voilà. L'année d'après... Oui, c'est vrai. Non, elle dit, je veux des moyens, moi. Je ne déciderai pas sur les moyens. Oui. Non, mais attention. Moi, je me rappelle, chez El Kabash, je me rappelle très bien, on a parlé de ça, et au début, elle disait, mais attention, moi, j'aurai des comptes très précis. Je vais gérer, c'était en 2015. Ah, ben voilà. Je me rappelle très bien, c'était juste avant qu'elle n'arrive. Et elle dit à El Kabash, c'était Europe 1, je crois, elle dit, je vais gérer au cordeau. Vous allez voir, ça va être, je ne vais pas du tout, il n'y aura pas 1 millimètre qui va dépasser. Non, mais chaque centime dépensé sera justifié. C'est ça. On le voit nettement avec le rapport de la Cour des comptes. Enfin, on le voit. Là, vous êtes mauvaise langue, André. On le voit avec la Cour. Mais non, mais bon, voilà. Moi aussi, un petit peu. Mais si vous voulez, elle dit fromage et dessert. OK. Donc, elle n'a pas l'intention de laisser 1 centime partir. Très bien. L'année suivante, on lui rabiote le budget à France Télévisions de 50 millions. Oui, c'est scandaleux, 50 millions, c'est une honte, mais on me prend pour qui? Voilà. Et là, elle explique à qui voulait l'entendre qu'elle a dit fromage ou dessert. Et donc, il suffit de reprendre les mots, c'est pas fromage ou dessert, c'est fromage et dessert. Donc, on lui enlève 50 millions, elle crie presque au vol. C'est incroyable. Comment a-t-on pu enlever 50 millions, etc. Mais l'année suivante, alors qu'on a supprimé Françoise Nyssen, voilà. Alors que cette chaîne fonctionnait, d'ailleurs elle faisait plus d'audience que France Info aujourd'hui qui fait 0,8, qui depuis 10 ans fait 0,8, 0,9 maximum. Et qui coûte quand même bonbon. Nous, on estime que ça coûte, je crois que c'est la plus chère des chaînes. On estime, avec le personnel, si on doit inclure le personnel, je pense qu'on doit être à 80 millions d'euros. C'est énorme. C'est énorme.
Pour une audience de... 0,08 aujourd'hui, 0,7, 0,8. Enfin, 80 millions d'euros, 0,08, c'est pas mal. Non, non, on aime ça. Bah, oui, un peu plus, on était avec James Bond, 007. Là, on est à 0. Non, c'est 0,8. Bon, bilan de l'opération. Ouais. Bilan de l'opération. Ouais. On ne peut pas. Si on avait eu dans cette histoire une comptabilité analytique, on aurait pu voir tout ça. Ouais, parce mais qu'elle elle veut dit. pas. Mais apparemment, non, elle ne veut pas cette ça fait comptabilité 10 ans analytique. qu'elle ne veut pas. Ben voilà. Et donc, c'est ce que vous dites, l'année suivante. Édouard Philippe, qui est toujours Premier ministre, annonce au moment de la disparition de France 4 qu'on réclamera un plan d'économie de 180 millions d'euros sur 3 ans. Eh bien, elle sort un papier en disant « Ah ben c'est faisable !» Oui, c'est faisable. Ouais. C'est-à-dire que les 50 millions d'avant, c'était un véritable scandale. Et là, c'est faisable. Mais là, c'était faisable. Voilà, c'était faisable. Mais bien entendu, ça n'a quasiment pas été fait. Donc, parce qu'à chaque fois, on remet au pot. Et donc, quand on pioche dans le capital... Et à chaque fois, l'État recapitalise. Alors, là, il a recapitalisé en 2023. Ouais. Précédemment, l'État a toujours recapitalisé. Mais là, que dit la Cour des comptes ? On a pioché dans les comptes sociaux, donc dans le capital, plus de la moitié. Le tribunal de commerce donne une définition assez claire. Quand on pioche plus de la moitié, on est dans une situation de... C'est plus qu'une faillite. Oui, ça n'existe pas, l'entreprise est dissoute. Et là, aujourd'hui, elle nous raconte qu'elle va demander... Elle l'a encore dit récemment, elle raconte qu'elle va demander encore plus d'argent à l'État. Mais enfin, aujourd'hui, l'État dans lequel est le pays... Mais c'est une honte de demander de l'argent supplémentaire alors que tu n'as pas fait d'économie. Et on a parlé tout à l'heure du budget. Alors, j'ai fait sur, encore une fois, le blog, on a un blog qui est extrêmement bien lu. Oui. Voilà, j'ai fait un camembert. Qui s'appelle comment le blog ? Le blog CGC Média. CGC Média. J'invite toujours tout le monde à s'y rendre. Hein. Voilà, blog CGC Média, allez-y. Après avoir vu Toxin, vous allez sur CGC Média. Donc, on a fait un camembert. Avec 5 parts. 2,5 milliards, c'est facile de faire 5 parts. 500 millions la part. Voilà. Alors, vous prenez votre camembert, vous visualisez bien les 5 parts, hein, d'accord. Vous mettez une part, donc 500 millions, une part pour tout ce qui est intendance, assurance, immeuble, enfin, ce qu'on appelle la gestion, château, frais divers, voilà, etc., etc. Très bien. Vous prenez 2 parts, masse salariale, 1 milliard d'euros. Quand elle est arrivée, on était à 590 en masse salariale. 590 millions. Oui, millions. Et maintenant ? J'ai dit 590, c'est 890. 890 millions, d'accord. J'ai fait un lapsus. 890. L'inspection générale des finances, en 2024, sort un rapport au vitriol, parce que celui-là, on n'en parle pas, mais il est tout autant en vitriol que le rapport de la Cour des comptes. Il explique qu'on va repasser au-dessus du milliard d'euros. Au-dessus du milliard d'euros. Pour les salaires. Pour la masse salariale. La masse salariale, oui. Alors qu'en réalité, elle a réduit les effectifs. Ils sont passés de 11 000 à 8 008, c'est-à-dire 2200 personnes de moins. Ouais. Comment ça se fait, oui, comme ça. Alors, on a des directeurs de partout, André. On a des directeurs de mon épaule, directeur de mon bras, directeur de ma tête, directeur de mes oreilles. On a même, vous avez vu l'histoire, vous avez vu cette histoire quand il y avait à France Info, l'histoire de la défiance qui a été portée au directeur de France Info. Oui. Au sujet de... Enfin, une fois, il y avait une petite confusion qui avait été faite. Il parlait de la libération des otages du Hamas. Oui. C'était pas des otages, c'était des prisonniers, entre parenthèses, mais voilà. Donc ça a fait un premier scandale. Après, il y a eu le scandale de la Riviera, où on avait interrogé un hôtelier pour venir nous expliquer comment on pouvait mettre en place la Riviera. France Télévisions, hein, France Info. Sur Gaza, etc. Ouais. Voilà, donc il y a eu une motion, de défiance de voter contre le directeur de l'info de France Info. Ben, aujourd'hui, il est toujours dans l'entreprise. Voilà. Et il a un nouveau poste. D'accord. Il est directeur de la modernisation. Et de l'innovation. Ouais. Et on vire Jean-François Aquili parce qu'on le soupçonnait d'avoir fait un truc avec Bardella. Mais donc, il est directeur de l'innovation. Moi, je vous pose une question, André. Est-ce que vous savez ce que c'est l'innovation ? Qu'est-ce qu'on fait quand on est directeur d'innovation ? Ah oui, si vous me répondez en innov, ça ne va pas aller. Dites-moi un peu. Directeur d'innovation, je mets un très beau bureau, je mets directeur de l'innovation et puis je touche mon chèque. Alors, vous savez qu'on a aussi des directeurs. On a des directeurs de la performance. De la performance. C'est important. Mais il ne faut pas confondre avec le directeur de la performance, qui est une directrice d'ailleurs. Directrice de la performance opérationnelle. C'est autre chose. C'est autre chose. Je ne connais pas la différence, mais vous allez peut-être pouvoir me le dire. Attention, c'est opérationnel, André. Hein. Ah oui, ça change tout. Ça change tout. Entre performance et performance, on verra. Il y a une année, d'ailleurs, on avait même eu un responsable des programmes courts destinés à devenir des programmes longs. Alors là, c'est... Ah oui, responsable de l'extension des programmes. Voilà. Est-ce que vous savez combien de programmes courts sont devenus des programmes longs ? Comment ? Je sais pas, dites-moi un chiffre, combien ?
À combien? Ah oui. Combien des cours sont devenus des programmes longs? Qu'est-ce qui était chargé de ça? Je sais pas moi, 1000, 2000? Zéro. 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 Ça n'existe pas. Voilà. Et il y avait quelqu'un pour diriger ça. L'extension de programme court en programme long. Voilà. Mais c'est formidable. Mais elle nomme comme ça des directeurs. Vous savez, quand on ne sait pas où mettre les gens, alors on donne des titres ronflants qui veulent rien dire. Mais c'est comme ça qu'on fait des économies. C'est comme ça, en ne nommant pas tous ces gens qui sont payés à rien faire pour beaucoup et qui ont des titres ronflants. Et des bons salaires. Et des bons salaires. Ben, vous avez vu ce que dit la Cour des comptes. Combien, dites-moi juste, Jean, combien un directeur, par exemple, ce genre performance ou performance opérationnelle, il touche quoi à peu près, enfin, je sais pas, 150 000 à l'année. Vous avez vu le rapport de la Cour des comptes. Il dit qu'il y a une dizaine... 12 000 euros par mois, 13 000 euros par mois. Sympathique. Bah, il y en a déjà au moins une dizaine qui touchent à peu près 300 000 euros par an. Écoute, donc tout va bien quand même. Mais enfin, voilà une entreprise comme on les aime, France Télévisions. Voilà. Par bien. exemple, Michel Fil, qui a 72 ans, qui est toujours dans l'entreprise. Toujours dans l'entreprise. C'est pour ça que les mâles de plus de 50 ans, ça marche pas. Enfin, pour Michel Fil, ça marche pas. Non, mais ça ne marche pas à l'écran, mais on les met dans les bureaux. C'est ça. Non, il est chargé de faire une émission. Voilà, je crois que c'est avec Flavie Flamand sur les régions, un truc comme ça. Comment vous expliquez? Alors, ça fait, regardez, vous parlez, ça fait 10 ans. Donc 10 ans par de politique et de gestion quand même, dont on peut se poser des questions. Catastrophique, on ne se pose pas de questions. Catastrophique. Ouais. Catastrophique. Et comment ça se fait? Alors Jean-Jacques Cordival, comment il se fait qu'aucune sanction, au contraire, on la renomme? C'est formidable. Vous parlez... Alors on vient de la renommer, enfin c'était juillet. La reparachutée. Non, c'était mai, le 14 mai. Non, mais elle n'est plus parachutée, elle est dans le terrain. Non, mais elle a été parachutée en 2015. Non. Est-ce que vous avez eu la curiosité, André, de lire les 30 pages qu'elle a pondues au CSA? J'avoue à ma grande... Alors, il faut les lire. Ouais. Franchement, il faut les lire. Parce que, à part un testament ou un message géopolitique pour expliquer au gouvernement qu'il ne fonctionne pas bien... Ça, c'est 2015. Non, 2025. 2024, donc à l'ARCOM. Ce qu'elle a donné à l'ARCOM. Voilà. Vous ne pouvez pas, sérieusement, par exemple, l'ARCOM, dans sa décision... Il explique qu'ils ont fondé leur décision sur les engagements numériques et environnementaux à France Télévisions. Un exemple. Vous lisez les 30 pages, il n'y en a pas. Mais pire. Elle avait mis en place en 2020 une espèce d'application, une espèce de programme qui s'appelait NOWU. N-O-W-U. Voilà. N-O-W-U. Voilà. C'était tout ce qui était environnemental. Voilà. Au bout de 2 ans, ça a été arrêté. Voilà. Donc on ne peut pas dire qu'on s'est basé sur quelque chose qui n'existe pas pour rendre son rapport. Bon, et pas plus à l'oral. Il n'en a pas été question non plus à l'oral. C'est pour ça que dans notre plainte, c'est une évidence. On va demander au juge d'instruction de faire sortir les entretiens à huis clos, parce que si ça a lieu à huis clos, c'est encore pire. Alors, on reviendra aussi sur pourquoi. Non, mais pourquoi on est aussi sur les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Vous avez Martin Hajdari, qui donc, avant que... l'actuel directeur de l'ARCOM. D'accord. Avant que Delphine Ernotte soit parachutée à France Télévisions, il est directeur financier à France Télévisions. Bon, c'est là où les comptes commencent à rentrer dans le rouge. Bon, il part et il devient directeur de cabinet de la ministre de l'époque. Aurélie Filippetti. De la culture de l'époque, c'est ça. Voilà, parce qu'il était tellement bon qu'il devient directeur de cabinet de la ministre. La ministre sait qu'elle va partir, à un moment ou à un autre, le gouvernement saute, voilà, moins souvent que ceux d'aujourd'hui. Mais donc, il est nommé patron de la DGMIC. La DGMIC, pour vos auditeurs, c'est l'organe de contrôle de la tutelle. De la tutelle quoi? De France Télévisions? Non, oui, la tutelle de France Télévisions, du ministère. La tutelle de... Oui, c'est ça. De l'audiovisuel. Attendez, c'est dépendant du ministère de la Culture. Exactement, exactement. Donc c'est le service qui contrôle... L'information et les médias. Voilà. Mais l'information et les médias en général. En général, mais surtout... Enfin, pour l'audiovisuel public. Hein, j'ai compris. Voilà. D'accord. Très bien. C'est clair. Bon, il est nommé patron de ça. Patron de la DGMIC. Il quitte la DGMIC au bout de 4 ans, il va à l'Opéra, pas en tant que petit rat, il va à l'Opéra en tant que gestionnaire, et donc bilan de l'opération, il est nommé président de l'ARCOM en début d'année. Très bien. Bon. En début de cette année. En début de cette année. Ouais. Bon, vous savez que chacun
encore une fois, des gens qui sont des agents de l'État, que ce soit des ministres, des secrétaires d'État et autres, doivent faire une déclaration de patrimoine. La déclaration de patrimoine ne s'entend pas qu'au niveau seulement du patrimoine, elle s'entend aussi, c'est écrit noir sur blanc, par rapport aux relations que vous aviez pu entretenir avec un proche, etc., quelqu'un qui serait susceptible de représenter un conflit d'intérêts. D'intérêt, oui, bien sûr. Bon, très bien. Le conflit d'intérêts. Très bien. Bon. Ajdari dit qu'il n'a pas été au courant du projet de la Cour des comptes. Alors, c'est quand même assez fort d'expliquer ça, parce que on a... Accordons-lui le bénéfice non, du bah doute. non, on lui accorde pas. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi ? On a assez d'éléments qui prouvent, je parle bien de preuves, qui prouvent que dès 2024, il y a eu des échanges, et pas un peu, de nombreux échanges pour dire on peut pas télescoper la procédure de France Télévisions avec, etc., etc. Donc, en gros, mettez d'abord... Vous dites qu'il y a conflit d'intérêts, soyons clairs. Alors oui, mais attendez, pourquoi il y a un conflit d'intérêts ? Une fois qu'Arnaud est reparachuté, on explique que finalement c'est la meilleure candidate. On voit ça quand même tout de suite que c'est la meilleure candidate. Vous lisez le projet, par exemple, de Frédéric Dumas, qui s'appelle Une dynamique d'avenir, vous voyez que c'est quand même totalement différent. Mais pourquoi il y a conflit d'intérêts ? Parce que ce monsieur, une fois qu'il a nommé Ernotte, il explique qu'en réalité, il a un enfant, ça c'est dans le Challenge. Il explique qu'il a un enfant... Dans le journal Challenge, vous dites, dans le journal Challenge. Il explique qu'il a eu un enfant, il y a 20 ans, avec l'actuelle patronne de la DGMIC. C'est-à-dire l'actuelle patronne de là où il était patron. Voilà. La tutelle de l'audiovisuel public au ministère de la Culture, c'est bien ça. Mais enfin, André, bon, alors, vous connaissez les prétoires. Et le sens de la famille, non, mais... le sens de la famille. Non, mais alors il l'a annoncé à Challenge alors que personne n'était au courant. Vous savez, comme un peu péché avoué est à moitié pardonné, on dira rien, c'est pas grave. On dira on le savait. Non, personne ne le savait. Il indique à Challenge. Mais qu'est-ce qui se passe, André ? Il y a un problème. Vous imaginez un président de cour trouver en face de lui son ex-femme pour défendre la partie civile. Qu'est-ce qu'il fait ? Le gars, il se déporte immédiatement. On est d'accord. Il ne peut pas tenir l'audience parce que c'est pas possible. Il a son ex-femme, qu'il soit encore avec elle ou pas avec elle. Oui, c'est pas le problème. Donc, il a un enfant avec la patronne de la DGMIC. Il ne le déclare pas, quand bien même. Alors, il y a deux solutions. Ou il l'a déclaré à la haute autorité de la transparence de la vie publique, et donc il le sait qu'il est en conflit d'intérêts. Parce que c'est un conflit d'intérêts. Attendez. Bah, c'est elle. Ah oui, j'ai oublié de je vous ne dire. défends pas Martin Adjaye, mais en quoi en fait, ils ont fait appel au même boulot. Oui, mais d'accord, mais qui a fait pour Rachida Dati lorsqu'elle était encore ministre, puisque c'est la 5e fois qu'elle est démissionnée, en gros, qui a fait un document de 22 pages sur la faisabilité de transformer France Télévisions et de faire France Média. Vous êtes englober les quatre. C'est le projet de Rachida Dati. C'est Madame Filbert, elle s'appelle Filbert. C'est la patronne de la DGMIC. D'accord. Qui a fait une étude d'impact de 22 pages qui a été transmise à de nombreux destinataires, à commencer par les députés et autres. Est-ce que vous imaginez, avec le rapport de la Cour des comptes, si on avait réussi à créer France Média ? On enterrait tout, on mettait toute la poussière sous le tapis, et qui c'est qui dégustait ensuite ? Les salariés de France Télévisions, les salariés de Radio France et les salariés de l'INA. Eux, en première... Ce projet, attendez, c'était... Et ça n'a pas abouti, ce projet, de toute façon. Ça fait combien ? Ça fait 5 fois qu'on change de ministre. Enfin non, quand je dis on change pas, puisqu'on a toujours la même. Oui. Voilà. Donc non seulement il n'a pas abouti, parce que au début, c'était une idée de certains sénateurs de droite, voilà, qui disaient on va faire une structure commune. Bon, on a créé l'ORTF, elle a été dissoute en 1974, tout le monde se souvient ce que ça veut dire une structure commune, ça veut dire des coûts prohibitifs, on aurait eu des milliards en plus à dépenser. Là, on n'a pas pu le faire, mais heureusement. Autrement, tout ce que révèle la Cour des comptes, ça aurait poussière sous le tapis. Ça aurait poussière sous le tapis. Alors, attendez, vous parlez de conflit d'intérêts exact, mais vous dites quelque chose, vous dites, je reviens, recel et complicité de fonds, on en a parlé, vous dites usage d'artifice comptable, sans entrer quand même dans le détail quand même, et atteinte, alors voilà, regardez ce que vous dites. Alors, vous avez parlé, retraitements comptables ont été opérés pour masquer le déficit réel, notamment la neutralisation postérieure des coûts de salto, etc. Vous savez qui dit ça ? Qui ? L'ARCOM. C'est écrit noir sur blanc de la page 120 à la page 121 du rapport de l'ARCOM. C'est quand même fort, non ? Et l'ARCOM trouve le moyen de la reconduire en disant c'est la meilleure candidate. C'est l'ARCOM qui dit ça. Ouais. Je ne vous parle pas de l'inspection générale des finances, c'est pire. Donc, ce que vous dites quand même, vous dites, je parle toujours de votre plainte, enfin du plainte du syndicat Jean-Jacques Rival, c'est pas la mienne, vous dites ceci, la plainte vise non seulement la présidente, dont Delphine Ernotte, mais aussi l'ARCOM et les tutelles de l'État, accusés de collusion dans la procédure de reconduction, c'est ce que vous venez d'expliquer. Écoutez, Écoutez, je vais vous donner un exemple.
Martin Hajdari, président de l'Arcom, déporte un des membres de l'Arcom, Boilet, il s'appelle. Il le déporte, je crois que c'est Antoine Boilet, il le déporte en expliquant en conférence de presse et partout que, comme il y a un possible conflit d'intérêts, il doit se déporter. Mais Martin Hajdari, qui a un enfant avec la présidente, enfin avec la directrice générale de la DGMI qui dépend de la tutelle et qui a écrit ce fameux document, cet état des lieux sur ce qu'on doit faire pour mettre en place France Média, c'est pas un conflit d'intérêts, ça ? Mais c'est quoi alors? Parce que c'est quand le conflit d'intérêts? C'est quand on est journaliste, par exemple comme le précédent Gaucho qui avait été dégagé par Roch-Olivier Maistre en disant il y a une possibilité de conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, c'est encore une fois, on doit se rendre compte que quand on a... Alors, moi je veux bien, André, qu'on dise oui, non mais moi j'ai eu le rapport au mois de mai. Est-ce que vous imaginez, avec tout le battage, tout le monde en a parlé, tout le battage qu'il y a eu avant, sur les rapports, etc. Le rapport a été fait au mois de mai, c'est ça? Oui, mais il y a... Sauf qu'elle a été élue, quand elle a été reconduite quand? Au mois de mai. Au mois de mai. Mais on a sorti le rapport juste après. Mais on sait qu'il a été fait avant. Mais évidemment, c'est un rapport qui a été commencé fin 2024. On a des éléments probants qui le prouvent. Les éléments probants, ça prouve. C'est un... Alors, vous dites, Jean-Jacques, vous dites que vous demandez la saisie du parquet national financier. Évidemment, parce que vous ne pouvez pas dire, André, que les comptes sont à l'équilibre, que c'est formidable, que tout est beau, tout est clair, avec... Depuis 2023, alors qu'il y a une recapitalisation de l'État, 32 millions d'euros, là on est sur le point de faire rebelote. Ce matin, il y avait un papier qui a été publié sur le blog, on explique que c'est quand même insensé, on demande à l'État plus d'argent pour l'audiovisuel public. Mais ce que touchent les infirmières... Parce qu'il faut comprendre une chose, André. Moi, je ne suis pas en train de dire, parce que je fais pas partie des gens qui hurlent au scandale et qui disent il faut privatiser France Télévisions. Oui, il faut un audiovisuel public fort. En tout cas, il faut quand même faire des économies. Non mais d'accord, André, mais l'audiovisuel public fort, il s'entend sans ces gens-là. Parce que c'est eux qui ont mis en place ce système. Voilà. Parce que j'ai pas parlé tout à l'heure des 2 parts de gâteau qui restaient. Oui. Allons-y. Alors donc, vous avez compris, la part de gâteau des frais. 500 millions, 1 milliard la masse salariale. 1 milliard la masse salariale, il reste une part. Non, il reste 2 parts de gâteau. Donc à peu près 1 milliard pour les programmes, 970 millions. Les programmes, c'est ça. 1 milliard pour les programmes. Et bien dans cette part-là, vous avez 3 boîtes qui captent, sans jeu de mots, qui captent 40%. Alors allez-y, les 3 boîtes. Qui captent combien? À peu près 40% des programmes. Alors le reste, c'est qui? Alors vous avez Media One, Capton, Niel et Pigasse. Vous avez Banijay. Qui font la 5, c'est à vous, je ne sais pas quoi. Mais ils font tout. Par exemple, j'ai donné un exemple il n'y a pas longtemps, j'ai été entendu par un député qui me demandait combien... L'émission C'est à vous qui pourrait être fait sur un plateau de télévision, des studios de France Télévisions, avec des salariés maison, on est d'accord. Donc, du lundi au jeudi, puisque... On n'inclut pas les 2 nouveaux, là, qui ont été rajoutés. Dans l'air ou je ne sais pas quoi. Oui, non, mais le jeudi et le vendredi avec Boifsi qui présente ça. Non, mais les précédents. Vous savez combien ça coûte, c'est à vous, à l'année, à peu près, estimé à peu près combien ça coûte, en millions? 15 millions d'euros. À l'année? Oui. C'est-à-dire ça fait plus d'1 million d'euros par mois. Bah oui. Voilà, par exemple, chaque grand échiquier... Alors que c'est une émission studio. Voilà, et c'est Media One qui présente qui produit... Et les salariés de Toxin et les parents de Toxin, là, ils vont être contents, là. Ils ne vont pas bouffer ce soir. Chaque grand échiquier, c'est environ 1,5 million. Voilà. Et la lettre, vous connaissez ce média, la lettre? Oui, la lettre, oui. Elle avait publié il y a peu l'ensemble des 23 ou 25 filiales de Capton, enfin de Media One, donc les 3 que j'ai cités, je dis Capton parce que le nom vient à l'esprit. Niel et Pigasse, voilà. Eh bien, elle avait cité les 20... Elle avait expliqué qu'il y avait 23 ou 25 sociétés filiales qui étaient toutes sous contrat à France Télévisions. Je ne crois pas qu'elle ait été attaquée en diffamation, la lettre. Alors attendez, déjà, mais bravo, Media One, très bien. Alors, qui sont les 2 autres? Alors, Banijay, donc Courbit et puis Nagui. On a une plainte par rapport à Nagui, puisque elle dure depuis 6 ans. On a 8 plaintes à France Télévisions en cours. On a toujours quasiment, dans aucune d'elles, on a vu un juge d'instruction. Aucune. Bon, du tout. C'est quand même fort. Hein. Et on est partie civile dans chacune de ces plaintes. Il faut quand même le comprendre. Bon, et donc, bilan de l'opération, par exemple, on a une plainte parce que 100 millions en contrat pluriannuel ont été donnés à Nagui. Voilà, la société de Nagui, qui aujourd'hui dépend de Banijay. Mais 100 millions sur un contrat pluriannuel. Moi, je me souviens, vous vous souvenez de l'époque des voleurs de patates? Oui, bien sûr. Avec El Kabbach. Les animateurs producteurs, mais oui. On avait interdit les contrats pluriannuels.
Donc là, on a une belle plainte, on n'a toujours pas vu un juge. Mais on a consigné, on est partie civile. Ça, au moins, on est sûr. On est partie civile dans la quasi-totalité d'entre elles. Par exemple, vous avez vu aussi le scandale des cartes corporate. On nous expliquait que c'était pas vrai. Vous avez vu combien a été dépensé en cartes corporate? Les gens avaient une carte. C'est quoi les cartes corporate? Alors, il y a à peu près. À peu près, c'est quoi les cartes corporate? Alors, vous avez une carte comme une carte bleue, c'est une carte Visa. Voilà. Qui appartient au personnel, enfin, personnel. En tout cas, non, ils sont pas beaucoup à certains. Mais ils sont, oui, mais même si. Encore ils sont 10, ils sont combien? Ah non, il y en avait à peu près 200. Mais il y en avait 200, dont, alors, je parle pas des gens qui partent en tournage, qui puissent avoir une carte pour avancer des frais, c'est normal. Moi, je parle de tous les autres. Voilà. Vous avez vu le total sur la Cour des comptes? 6,4 millions. La facilité par an. Oui, qui manque, oui, bien sûr. Qui manque, ouais. Mais, et vous avez vu la facilité, c'était, vous pouviez tirer chaque semaine 1 000 € et dépenser 4 000 en plus. Vous aviez à peu près 8 000 € de notes. Moi, je pense qu'aussi les salariés de Toxin, ils ont les mêmes avantages, je crois, pourquoi je suis pas France Télévisions? Non, mais voilà, donc André, Jacques, vraiment, mon avenir, j'ai raté ma vie, moi. André, tout ça, bien entendu, d'abord, il y aurait une comptabilité analytique, tout ça apparaîtrait. Mais ils ne veulent pas de comptabilité analytique, vous le savez donc très bien. La question, elle est simple. Vous me demandez pourquoi on a déposé une plainte. Ben moi, je vous réponds, on ne peut pas dire pendant 10 ans, à 3 reprises, qu'on va mettre une comptabilité analytique alors qu'on l'a jamais mise en place. Et quand on est une autorité indépendante, on ne peut pas dire, madame, on vous reconduit en fonction des incertitudes. Mais où est-ce qu'on a vu jouer ça? Ça, c'est magnifique, ça. Bon. Ça, je vais regarder en fonction des incertitudes. Mais il faut la lire, la note, elle est au journal officiel. En fonction des incertitudes, c'est une très grande phrase, ça. Voilà. Je vais la noter. Et quand on vous dit, en plus, on est à l'équilibre, on ne peut pas être à l'équilibre. Vous avez vu le fiasco de Salto? Ça rime presque. Ouais, Salto, Ça a coûté 90 millions à chacun des trois. Rappelez, attendez, cette histoire de Salto, elle est extraordinaire. C'était quoi? On voulait unifier... Alors, on explique que, je cite, je cite Ernotte, il faut en finir avec ces géants américains, Netflix, le diable. Netflix, c'est le diable. Vous savez, André, c'est le diable, Netflix. Sûr, mais c'est pas moi qui le dis, ce sont des citations. Et donc, on dit, on va faire une plateforme de rediffusion, de streaming, etc., etc. On va concurrencer Netflix et les autres. Bien sûr. Donc, on s'associe avec TF1 et M6, France Télévisions, TF1, M6. C'est quand même assez curieux de voir que le public s'associe avec le privé, mais pourquoi pas. Donc, au bout de 2 ans et demi, Salto est liquidé. Ça marchait tellement bien qu'ils sont liquidés. Et donc, bilan de l'opération, 270 millions de pertes, en gros. Donc, divisé par 3, 90 millions chacun. Que TF1 ou M6 les assument parce que c'est une entreprise privée, ils ont des actionnaires, voilà. Mais que France Télévisions explique, y compris à la Cour des comptes... D'argent public, hein. D'argent public, que ça, c'est hors des comptes. C'est à part. C'est à part. C'est comme si vous alliez voir votre banquier en disant, mais moi, je mets dans ce que j'ai, moi, tous les mois, je mets que mes salaires. Toutes mes dépenses, je les mets pas parce que c'est à part. C'est à part. Mais non, c'est pas à part. Donc, 90 millions, en gros, que ça a coûté à Salto. La Cour des comptes dit un peu moins 50 et des poussières. Non, nous, on est sur le chiffre de 90 millions. Et d'ailleurs, en plus, après, Salto a fait l'objet d'un contrôle fiscal. C'est encore mieux, vous voyez. Je ne sais pas ce que ça a donné depuis, mais on en est là. Voilà. Donc, moi, je veux bien qu'on explique à qui veut l'entendre que les comptes sont formidables, etc. Mais avec tout ce que je viens de vous dire, vous ne pouvez pas imaginer que les comptes sont formidables. Surtout quand on explique aujourd'hui que la moitié du capital a été bouffé. Thibault, on pourrait mettre la photo quand même de l'institution. Hein. Ce serait pas mal de montrer un peu. Mais pour revenir à ça, Jean-Jacques Cordival, au fond, vous défendez effectivement cette gestion, cette manière. Mais est-ce qu'à votre avis, alors il ne faut pas faire prédication quand même. Vous êtes presque à France Télévisions, regardez André là. Ah ben oui. Voilà, je suis nouveau PDG. C'est ça, voilà. Je vais mettre de l'ordre là-dedans. Hein. Non mais dites-moi justement, Jean-Jacques Cordival, comment vous voyez l'avenir? C'est-à-dire, est-ce que honnêtement, Delphine Ernotte, elle va continuer comme ça? Est-ce que ça va continuer, pas seulement elle, mais ça va continuer comme ça? Alors non, d'abord, ça ne va pas continuer, ça va s'arrêter très vite. D'abord parce qu'il y a une commission. Pourquoi Parce que vous avez vu qu'il y avait une commission d'enquête qui avait été déclenchée à l'Assemblée nationale. Donc l'ensemble des partis politiques seront représentés dans cette commission d'enquête. Ça démarre là? Ça va démarrer. Je crois qu'ils étaient en voie de finalisation. C'est Charles Laloncle, le député rapporteur, donc, qui s'en occupe. Ces gens-là vont être interrogés sous serment. Tous autant qu'ils sont. Donc, si vous voulez, les révélations, elles vont pleuvoir. Parce que
Moi, je veux bien qu'on m'explique que chaque sou dépensé est un sou. Enfin, chaque euro dépensé, on dit plus un sou, c'est les vieux qui disent des sous. Bon, chaque euro dépensé est justifié, mais quand on voit les sommes qu'on dépense auprès de trois boîtes de prod, j'ai oublié la dernière c'est Brut. C'est Brut avec Levankim, vous vous souvenez Brut, Renaud Levankim, le mais il y est plus. Ah, il y est plus? Non, ça a été vendu, je crois, en gros, la somme estimée à 280 000. Si, à Rodolphe Saadé. Ah là là! Qui connaît très bien Macron. Ah là, non, mais attendez, Rodolphe Saadé, mais dites-moi, il vient du roi des médias. Il a déjà BFM, il a RMC. Ah, mais moi, j'ai rien contre Rodolphe Saadé, mais à un moment. Vous savez, c'est très bien. André, vous avez suivi. Ah, Brut est avec Rodolphe Saadé. Voilà, quand on dit aujourd'hui, même encore hier, il faut arrêter avec ces géants américains, il y en a marre, etc., etc. Deux choses. Est-ce que vous savez, André, que France Télévisions a bâti un partenariat avec un de ces géants américains qui diffuse des programmes de France Télévisions? Vous savez qui? C'est bien ça. Oui, qui? Amazon. Amazon. Moi, je veux bien qu'on dise ces géants américains, c'est le diable. Ces géants américains qui nous tuent. Et deuxièmement, je reviens sur Media One, Capton, tout. Vous savez à qui ça appartient? À un fonds d'investissement américain, KKR. Oui, bien sûr, c'est eux qui ont Media One. C'est quand même extrêmement... C'est formidable. Et à part ça, ces salauds de fonds d'investissement américains. Attendez, on est service public quand même. Hein. C'est l'argent des Français. Donc moi, je veux bien à chaque fois qu'on dise ce qu'on veut, mais non. Donc alors, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, André. Je le martellerai, je le redirai 20 fois, 100 fois. C'est que, bien évidemment... Parce qu'il y a des gens qui me disent de temps en temps, j'entends ça, hein, c'est dans l'air, hein, c'est dans l'air. J'ai même eu des menaces récemment. Bon. Alors je le dis parce que c'est vrai, j'ai eu des menaces, mais c'est pas la première fois, j'en ai vu quand on a mis le procès à Big Malion, j'ai eu des menaces. Va falloir qu'il se calme, sinon ça va très vite se terminer. Je sais pas trop ce que ça veut dire, je sais pas, peut-être je vais finir sous un tramway, j'en sais rien. En tout cas, il va falloir que je me calme, ça va très vite se terminer. Mais nonobstant les menaces, moi je veux bien qu'on dise en permanence, oui, mais vous faites le jeu comme Ernotte, qui a quand même qualifié vous faites le jeu d'eux, oui. Oui, on fait le jeu de... On fait le jeu de personne. Il y a un moment, un autre, on dénonce. C'est tellement facile de il faut dénoncer. Oui. Et quand Ernotte va dire que elle a mis une cible, enfin quand la presse dit qu'elle a mis une cible sur les salariés du groupe de Bolloré, CNews, Europe 1, le JDD, etc., etc. En réalité, elle met une cible sur le dos des salariés de France Télévisions en agissant de la sorte. Je rappelle que son projet s'appelle Réconcilier. On est d'accord, hein, réconcilier. Ah ça, pour réconcilier, elle réconcilie. Ah ça, elle réconcilie. Et puis c'est elle qui tape. Tous les jours, elle tape. Voilà. Donc, moi, je veux bien qu'on dise ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous croisez les gens à France Télévisions, il n'y en a pas un qui vous dit « on n'en peut plus ». Ils en ont tous marre. Ils n'attendent qu'une chose, c'est que, encore une fois, ces gens qui aujourd'hui nuisent au service public s'en aillent. Voilà. Et donc, la commission d'enquête va sûrement nous aider parce que les uns et les autres vont révéler tout ce qu'ils savent. Voilà. Par exemple, la date des contrats qui ont été signés avec Media One et à quelle date? Vous imaginez si on a signé tous ces contrats, André, avant même que l'ARCOM se soit prononcé. Vous imaginez si on a engagé, entre guillemets, le suivant ou la suivante, sauf si on sait que le suivant ou la suivante, ça sera soi-même, on est d'accord? Non, mais on est bien d'accord. Donc, il y a un moment, ça suffit tout ça. Alors oui, il faut un audiovisuel public fort. Oui, il faut comprendre que les salariés de France Télévisions n'ont rien à voir avec ça. Les salariés de France Télévisions, ils bossent. Voilà. Et c'est pour eux qu'on dépose ces plaintes. Boss, mais un certain nombre de cadres, c'est pas non, mais après, il faut se débarrasser des poids morts. Des gens, voilà, mais tous ceux qui bossent, encore une fois, ces gens-là, ils bossent parce qu'ils ont envie de bosser. Voilà. Et puis, ils font du très bon boulot. Et on n'arrête pas de dire faut pas jeter France Télévisions avec l'eau du bain, bien sûr. Non. Encore une fois, les salariés de France Télévisions, ils doivent être défendus. Et c'est en déposant ce genre de plainte, non seulement qu'on dénonce les faits, mais qu'on les défend. Parce qu'il y a un moment ou un autre, tout ça, ça va s'arrêter. Et donc, ça va être le grand déballage quand il y aura la commission d'enquête. Pour moi, c'est une évidence. Parce qu'on a déjà donné, encore une fois, des petites actions à mener. Mais à un moment ou un autre, tout ça, ça va tomber. Les gens vont... Comment, je le redis, l'objet de la plainte, comment l'ARCOM a pu signer une décision telle qu'elle est inscrite en disant, voilà, on a décidé de la maintenir en raison des incertitudes, ça c'est extraordinaire. Faudrait quand même... Je vous dis, vous l'avez dit plusieurs fois et nous allons revenir. D'ailleurs, ce sera un titre d'émission en raison des incertitudes. Je crois que je vais faire une rubrique là-dessus. Oui, moi je reviens sans problème. Hein, avec plaisir. Merci Jean-Jacques Ordival. Voilà, il n'a pas sa langue dans sa poche, il dit ce qu'il a à dire. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est notre signature et on la continuera. Merci à vous. De rien.